Bonjour à tous. Cette vidéo c'est un peu un grand test pour moi parce que déjà c'est un peu ma première et je sais pas trop ce que ça va donner et donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va surtout retourner dans le temps et on va parler d'une saga de jeu qui a bercé mon enfance et je pense pas que la mienne. Je parle évidemment du Professeur Layton. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais surtout découper la vidéo en deux parties. Une première partie où je vais essayer de vous faire découvrir un peu l'univers du professeur Layton pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais donc parler de chaque opus et je vais vous donner mon avis qui est un peu subjectif. Mais dans cette seconde partie, on va plus aller dans la réflexion. J'ai vraiment envie d'essayer de comprendre du comment, du pourquoi les jeux du professeur Layton ont fait ont rapporté autant d'argent et ont eu autant de succès. Et on va découvrir ça ensemble. Et en fin de vidéo, on va surtout voir quel avenir réserve à ces jeux. Alors avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque-là, la Nintendo DS c'est un peu l'essence même de la console portable. Et c'est un succès qui est inédit et mondial. Le studio de développement donc, qui est Level 5 veut décider de sortir un nouveau jeu à base de casse-tête et pour ça ils vont faire appel à un professeur universitaire qui est au Japon, un certain nommé Akira Tago qui est un grand passionné et grand amateur d'énigmes et le projet va donc l'intéresser et ils vont travailler ensemble et ça sera lui qui va réaliser la quasi-totalité des énigmes du jeu et ils vont donc introduire une histoire. C'est à partir de là que le premier opus du Professeur Layton va sortir. Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. I don't understand, Professor. Why are we going to help solve an inheritance dispute? Do you really think I would take on such an ordinary request as that? Donc, Professeur Layton et l'étrange village. Alors, ce jeu il est sorti chez nous en 2008 sur Nintendo DS et on va suivre l'histoire donc du Professeur Layton qui est un professeur d'archéologie doté d'une intelligence entre guillemets hors du commun et de son assistant Luke qui se rend dans le village de Saint-Mystère. Le baron Augustus Reynolds meurt et va laisser derrière lui un testament qui était écrit que quiconque retrouverait la pomme d'or cachée dans le village hériterait de toute sa fortune. Et donc la femme du baron Reynolds, qui est assez inquiète, va envoyer une lettre au professeur Layton afin donc de résoudre ce mystère. Donc les deux protagonistes vont arriver au village, sauf qu'ils vont constater rapidement que la majorité des habitants sont passionnés d'énigmes et de casse-tête en tout genre. Ils vont donc devoir essayer de trouver la pomme d'or, dont malheureusement on ignore ce que c'est. Alors on va parler du système de jeu, on va en parler très rapidement parce que je pense pas que ça soit la partie qui vous intéresse le plus. Alors en tout cas vous allez donc devoir vous déplacer dans le village de Saint-Mystère et vous allez donc devoir interagir avec les habitants et les éléments du décor. Et donc pour pouvoir progresser dans l'histoire, vous allez donc devoir résoudre des énigmes qui peuvent être posées soit par les villageois ou dans des éléments du décor. Et pour accéder à certaines zones du village, le jeu va vous demander d'avoir résolu un nombre d'énigmes minimum et chaque énigme va vous donner des picaras qui sont plus ou moins élevés donc selon la difficulté des énigmes et ces picaras sont l'un des éléments importants puisqu'elles vont vous permettre de débloquer des bonus à la fin du jeu et pour le coup qui sont quand même assez intéressants. Si je devais donner un avis sur ce premier opus, honnêtement, je l'ai quand même beaucoup aimé, il est vraiment intéressant. J'aime surtout le jeu au niveau, parce qu'il arrive super bien à alterner les arcs narratifs et les énigmes. Et quand je parle d'énigmes, certaines sont vraiment dures. Quand je dis dur, je pèse mes mots. Je me souviens d'avoir passé plusieurs minutes pour résoudre juste une énigme. C'était un soulagement limite quand on arrivait à la résoudre. Et j'aime bien parce qu'elles arrivent plutôt aussi bien à se varier et le jeu aussi introduit quand même des petites phases d'animation et ça rend vachement super bien et
c'est good quoi. L'ambiance elle est bien, on est vraiment dans un espèce de huis clos où on est enfermé. Et puis, le jeu aussi va recevoir d'excellentes critiques, que ce soit les joueurs ou même la presse en général. Ça va être good pour le studio de développement, puisqu'au total, ils vont quand même réussir à atteindre 5 millions de recettes. Et pour un jeu qui est alors inconnu du public à ce moment-là, c'est quand même super, puisqu'ils devaient quand même rivaliser face aux grands succès de la Nintendo qui sont Mario ou encore Pokémon. Et Level 5 l'a bien compris, puisque un an plus tard, va sortir. Professeur, que sait-on de ce coffret céleste exactement? Professeur! Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Waouh! C'est vraiment le grand luxe! Quel endroit génial! En effet, le Molantari Express fait honneur à sa réputation. Cette banquette est superbe! Le Molantari Express, un train de légende. La clé de l'énigme se trouve au terminus de la ligne. Donc, Professeur Layton et la boîte de Pandore. Donc, cette fois-ci, on va suivre le Professeur Layton et Luke qui vont recevoir une lettre du docteur Andrew Schrader, qui est un savant respecté et ancien mentor du professeur. Et apparemment, ce docteur contient des informations sur le coffret céleste, qui est communément appelé boîte de Pandore. Sauf que, inquiet, Layton et Luke décident d'aller voir le docteur Andrew Schrader. Mais une fois sur place, ils le trouvent inconscient, dans un état de santé critique, et le coffret a disparu. Dans son bureau, Layton et Luke vont simplement trouver un ticket pour le train luxueux de Molantari Express et une photo déchirée. Et sur ce, ils vont décider d'embarquer à bord de ce train pour retrouver la boîte de Pandore et chercher des réponses. Alors si je devais donner donc mon avis sur ce second opus, pour moi, il est tout aussi bon que son prédécesseur, que ce soit déjà au niveau de ses énigmes, qui sont déjà toujours aussi dures. Et même l'histoire est vraiment convaincante, elle est tout aussi bonne que son prédécesseur, on a vraiment un changement d'environnement. Alors, si vraiment on devrait titiller, c'est qu'il n'y a pas eu d'amélioration majeure sur le jeu, parce que le jeu est sorti à peine un an après le premier, et donc je suppose que les développeurs n'ont pas eu le temps d'apporter de nouveaux ajouts. Ils ont voulu surtout accentuer le côté narratif et pas changer trop le gameplay pour pas déstabiliser les joueurs. Mais si on devait quand même donner une amélioration majeure, ce serait surtout pour son doublage français, puisque le premier opus, il n'en bénéficiait pas, et qui est pour le coup très convaincant. Les musiques aussi sont, je trouve, très bonnes, parce que le premier était bien aussi, mais un peu répétitif. Là, ils sont un peu plus évolués et un peu plus de diversité aussi, c'est bien ça. Et au final, la boîte de Pandore, elle m'a pas déçu, au contraire, je crois même qu'elle concrétise par rapport au premier. Et le jeu va recevoir aussi d'excellentes critiques même. Et les joueurs vont être au rendez-vous et il va presque se vendre à 4 millions de recettes. Malgré, entre guillemets, cette petite baisse d'1 million, mais ça, Level 5 l'a compris et ils vont quand même pas s'arrêter là, puisqu'ils vont conclure cette trilogie un an plus tard, en 2010, avec... Je suis très inquiet. Il se trouve que le Londres que je connaissais et que j'aimais est plongé dans le chaos. Cette fois-ci, l'histoire va commencer par la réception d'une simple lettre de Luke, donc l'assistant du professeur Layton, envoyée 10 ans dans le futur. En enquêtant donc sur la disparition du Premier ministre britannique Bill Hawkes, le professeur Layton et Luke se retrouvent à l'horlogerie de Midland Road à Londres, dont les propriétaires posséderaient une horloge permettant de voyager dans le temps. Dès lors, Layton et Luke se retrouvent propulsés dans un Londres du futur, et dans lequel ils vont devoir résoudre le mystère de la lettre.
Encore une fois, pour moi, le studio de développement Level 5 va nous offrir encore là un excellent jeu, j'ai envie de dire. Tellement qu'il sera adjugé par certains comme le meilleur de la saga. En même temps, pas étonnant, j'ai envie de dire, puisque le gros point fort de cet opus est clairement son scénario. Je le considère vraiment comme le plus travaillé. Il arrive tellement bien à la fois à mêler réalité et fantastique. Ça marche, je trouve, du feu de Dieu. Si je devais quand même donner une petite mention spéciale, ça serait au niveau des personnages, qui sont pour moi incroyables, tellement bien travaillés, que ce soit le Dr. Stangun ou encore le Luke du futur. Je dirais que pour moi cet opus, je le considère comme le véritable premier jeu du professeur Layton, qui va vraiment nous faire réfléchir sur notre société et notamment sur le domaine scientifique et son avancée technologique. Au niveau du doublage français, qui est encore une fois toujours aussi bon, et les cinématiques toujours en animation qui vont commencer à évoluer niveau graphisme. Si je devais encore donner une amélioration, c'est le nombre, encore une fois, de musiques et de cinématiques qui ont plus que doublé. Et Level 5 va surtout augmenter largement le nombre de décors et de maps dans le jeu, et ça fait plaisir quoi. Et le studio va vraiment intégrer pour la première fois des personnages qui vont pouvoir bouger sans rester figés pendant les moments de dialogue, même si on sent bien que c'est qu'un premier essai, ça veut chose qui va s'améliorer par la suite. Mais si on devait conclure, une trilogie qui s'achève à merveille, et Level 5 va continuer les aventures de notre Layton. Mais au lieu de faire une suite au destin perdu, le studio va changer radicalement de direction en proposant un préquel aux 3 premiers jeux. Donc cet épisode se passe avant les événements de l'étrange village. On va suivre le professeur Layton qui va recevoir une lettre de son ancien camarade Clark Triton dans lequel il dit qu'un mystérieux spectre rôde la nuit dans le village de Mistallery. Layton, qui est cette fois accompagné de sa nouvelle assistante Amy, vont alors mener l'enquête pour en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe. Et c'est surtout là qu'ils vont faire la rencontre de notre jeune ami Luke. Encore une fois, le jeu est tout aussi bon, que ce soit au niveau du scénario qui est simple mais qui fait bien le travail, le gameplay, les musiques ou encore les ennemis qui sont tout simplement encore excellentes. On sent quand même qu'il reprend pas mal de codes du précédent opus, comme l'alternance des lieux avec Mistallery et Londres, ou encore le climax de la fin qui approche. Je trouve que le studio de développement Level 5 arrive encore à proposer une histoire originale, qui fonctionne très bien, même si on sent que le propos de fond n'est pas aussi important que le précédent. Je continue à maintenir que le destin perdu est le meilleur de toute la saga du professeur Layton. Mais encore une fois, le jeu va recevoir encore de très bonnes critiques, comme à chaque fois jusqu'à présent. Il s'agira surtout du premier jeu qui aura un lien avec les épisodes suivants. Janice Catlan avait été l'élève du professeur avant de démarrer une grande carrière de cantatrice. Tout avait commencé avec une lettre qu'elle avait envoyée. C'est cette fameuse lettre qui nous a réunis, le professeur et moi, pour ce qui allait être notre toute première enquête. Layton reçoit une lettre de la célèbre cantatrice d'opéra nommée Janice qui les invite lui et Luke à assister à sa dernière représentation. Elle va aussi surtout leur demander également de l'aide pour un mystère, expliquant que son amie Méline a disparu 1 an plus tôt, était réapparue depuis sous les traits d'une jeune enfant de 7 ans et disant avoir découvert le secret de la vie éternelle. Alors je vais rapidement parler de ce film tout simplement parce que j'en pense que du bien. Surtout l'objectif du studio de développement était de voir comment ils allaient compresser un jeu vidéo d'environ 10 heures en un film de 90 minutes. Et je trouve vraiment qu'ils le font à merveille
On retrouve tout ce qui fait l'essence même d'un Layton, même si même les énigmes sont très bien transposées à l'écran, en passant de acteur à spectateur. Au lieu d'élucider les énigmes, vraiment on les regarde nous-mêmes se faire résoudre par l'œil du professeur. Et ça marche vraiment bien. Le film est putain de beau. Et on sent vraiment que le développeur, il a mis l'accent sur les musiques du film. Alors, certes, c'est vrai qu'il y en a certaines qui reprennent des anciens jeux, mais toutes les musiques de fin, waouh, on sent un corps orchestral qui est mis en place et qui donne cette sensation vraiment de grandiose. Et ouais, putain, je trouve que c'est vachement beau, hein. Et puis vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, puisque bon, c'est pas très légal, mais il est disponible sur YouTube gratuitement, en entier et en excellente qualité en plus. C'est Herschel? Tu es de retour? Comment ça s'est passé? Herschel, qu'est-ce qui s'est passé? Réponds! Cette fois-ci, nos compagnons vont se rendre dans la ville de Dorémon pour rejoindre une amie d'enfance du professeur, Marissa Dumont, suite à une lettre de sa part. En effet, apparemment, un étrange homme surnommé le Maître du Masque, portant sur le visage un masque pas inconnu pour certaines personnes, et apparemment, avec ceci, cet individu aurait la possibilité de faire maintes choses, et surtout de quoi susciter la crainte des habitants. Nintendo vient de sortir une nouvelle génération de consoles portables, la Nintendo 3DS. Du coup, forcément, ce nouveau professeur Layton se portera sur ce support. Et du coup, on a le droit de se poser comme question, qui dit changement de console dit forcément amélioration? Non. Eh bien, moi, je dis un grand oui, en fait. Parce que l'interface a été surtout revue à la hausse, et on sent qu'il y a eu quand même de nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées. Mais surtout, la 3D dans ce jeu est simplement magnifique. On sent qu'elle arrive vraiment à donner vraiment une réelle profondeur au décor et aux personnages. La 3D va surtout permettre de donner aux énigmes une nouvelle perspective et un rendu du jeu que je trouve vraiment joli, vraiment, ça claque quoi. Par contre, si vraiment on veut être sincère, on va pas se mentir, tu joues 30 minutes avec la 3D sur jeu, t'as la rétine en feu et ça te déglingue les yeux. Mais c'est joli. Tout est bon dans le jeu, l'animation qui a subi un level up incroyable, les musiques, les personnages, et j'en passe, surtout quand on passe de ça à ça. Et si on veut un peu parler d'histoire, ça sera surtout l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le passé d'Herschel Layton. Et pourtant les problèmes vont commencer pour cet opus du professeur Layton. Alors même si le jeu recevra toujours des louanges auprès des joueurs, moi-même je trouve que le jeu est vraiment très bon, les premières critiques de certains vont apparaître. Certains vont reprocher au jeu des énigmes qui deviennent de plus en plus faciles et un manque d'originalité pour quelques-unes. Et d'autres joueurs vont commencer à tatillonner sur le scénario en reprochant notamment une fin et un antagoniste prévisible. En soi, si on prend du recul, je peux pas trop les contredire. Parce que si on donne à une personne majeure de jouer au jeu la première fois, je peux comprendre qu'il puisse découvrir la fin assez facilement. Alors attention, je suis pas en train de dire les personnes mineures, vous êtes tous débiles, au contraire même. Mais surtout, autre problème, le jeu va pas aussi bien se vendre que prévu. Ouais, parce que le Level 5 importait son jeu sur la Nintendo 3DS, du coup ça aurait été logique que cela booste les ventes. Eh bien non en fait, parce que si vous regardez ce tableau, vous verrez que les ventes n'ont fait que diminuer au fur et à mesure. Alors attention, cela reste de très bonnes recettes pour un jeu de ce type, mais Level 5 va sentir la fin arriver et va décider de ne pas se brûler les ailes en proposant dans le prochain opus une conclusion au professeur Layton.
Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis l'émissaire de la civilisation Aslante, Gaïa. Gaïa? Je suis ici pour transmettre le pouvoir de mon peuple. Le dôme vous indiquera la voie. Trouvez la clé laissée par les Aslantes et montrez-vous digne de notre héritage. J'adore ce genre d'intro en cinématique. Alors donc, nos 3 compagnons vont rejoindre le professeur Desmond Sycamore dans la ville lointaine et enneigée de Froenborg, et apparemment on dit qu'une certaine momie vivante aurait été piégée dans la glace au fond d'une grotte souterraine depuis plus d'1 million d'années par une très ancienne et mystérieuse civilisation que sont les Aslantes. Cette momie serait la messagère de cette civilisation dans le but de guider les hommes vers leur héritage. Le problème, c'est que nos héros ne sont pas les seuls à vouloir découvrir ce secret tant convoité. Alors. Là, on attaque un gros morceau, hein, puisque cet épisode, c'est le dernier de la saga Layton, dont le professeur, c'est le personnage principal. Donc, 10 derniers épisodes, 10 grandioses. Eh bien oui, encore une fois, en fait, parce qu'au lieu que le jeu se déroule que dans un lieu défini, cette fois-ci, on va partir à l'aventure pour découvrir les 4 coins du monde. Et jamais dans un jeu du professeur Layton, on a été aussi libre de faire ce que l'on veut et d'aller où l'on veut. Alors bien sûr, ça révolutionne pas le gameplay, même s'il y a des ajouts assez intéressants par rapport à l'épisode précédent, mais c'est toujours aussi agréable à jouer. Les décors, les musiques sont toujours aussi variés, et l'animation, les petits oignons quoi. Le scénario, est toujours aussi bon, et il va surtout nous offrir un final qui est quand même assez épique d'un Layton. En clair, une conclusion qui s'achève à merveille. Alors concernant les énigmes, elles tentent de se diversifier en proposant une nouvelle façon de les résoudre, mais on va pas se mentir, même si certaines sont plutôt dures, je trouve le niveau de difficulté pour la plupart vraiment revu un peu à la baisse. Et là par contre, il faut qu'on parle d'une chose à propos des énigmes dans le jeu. À quel moment tu souhaites résoudre 500 énigmes? Alors, à part être sous Xanax pour pouvoir toutes les résoudre, je vois vraiment pas l'utilité d'en résoudre autant. Alors, j'ai rien à ce que l'on augmente le nombre d'énigmes dans chaque jeu pour montrer leur évolution, mais bon, là quand même, les développeurs, vous avez un petit peu forcé là. Alors, restons sérieusement, bien évidemment, je chipote, la plupart sont téléchargeables, mais bon, quand même, je vais pas me dire trop cool, je vais me faire une session d'énigmes. Mais pour ma part, à ce jeu, il est encore bon, que ce soit mon avis personnel, mais aussi de l'avis des joueurs et de la critique en général. Alors, même si les ventes du jeu vont encore baisser par rapport à l'opus précédent. Et du coup, pour conclure, cette saga Layton s'achève et se finit sur une note très positive. Mais là, certains d'entre vous vont sûrement me dire « Ouais, mais t'as pas parlé du crossover et de l'aventure de Catriel Layton. » Et c'est vrai. Et pour vous faire plaisir, on va en parler. Professor Layton versus Phoenix Wright. Ce jeu, c'est un crossover entre 2 licences de Nintendo, donc qui sont le Professor Layton et l'avocat américain, Phoenix Wright. C'est donc une histoire inédite et elle n'a aucun rapport avec la saga Layton ou de Phoenix. Je pense que le but des studios de développement Level 5 et Capcom était de faire plaisir aux fans des 2 sagas et de les réunir dans un seul et même jeu, vu qu'elles ont pas mal de points en commun. Donc ce crossover est donc sorti fin 2012 au Japon, donc avant le dernier opus de la saga Layton, et en 2014 chez nous, en Europe, et donc après. J'espère que vous arrivez à suivre.
Mais en tout cas, c'est une histoire qui est unique et je décide d'en parler que maintenant et pas avant pour pas que vous soyez perdus. Donc, à Londres, la mystérieuse Arya est poursuivie par une force dont on ignore ce que c'est. Désespérée, elle va demander de l'aide au professeur Layton et Luke, mais avant même que le duo comprenne de quoi il s'agit, Arya va se faire enlever et nos deux protagonistes vont donc partir à sa recherche. Layton et Luke tombent sur un livret étrange et sont donc transportés dans la ville médiévale de Labyrinthia, un endroit que l'on dit empli de magie et habité par des sorcières. C'est vrai qu'on a toujours eu notre petite dose de fantastique dans les jeux du professeur Layton, mais là c'est vrai qu'on atteint le summum. Mais ça marche, je trouve vraiment le jeu très sympa, même si je lui trouve quand même certains défauts. Alors, on a déjà deux styles de gameplay qui sont différents, qui se rencontrent très bien, en mêlant à la fois l'histoire avec les mystères liés à Labyrinthia, en résolvant toujours des énigmes, donc référence au professeur Layton, et de l'autre, régler des affaires devant le tribunal en prenant la défense de certains personnages par l'avocat Phoenix Wright. Je trouve vraiment les personnages sont toujours aussi bien écrits, Layton et Wright se complètent plutôt bien et les musiques sont superbes. L'histoire est vraiment très prenante et plaisante à suivre et je trouve qu'on y croit du début à la fin. On prend plaisir surtout à découvrir cette cité médiévale avec tous les secrets qu'elle souhaite surtout pas dévoiler. L'animation est vraiment encore d'une qualité incroyable, peut-être même une des plus jolies de tous les jeux du professeur Layton. Malheureusement, il y a un mais, même plusieurs en fait. Le scénario du jeu est très bon, mais il m'a fallu quand même 25 heures pour terminer le jeu, ce qui est énorme contrairement aux autres jeux du professeur Layton qui en duraient entre 10 et 15 heures. Alors certains d'entre vous vont me dire ouais, c'est un peu comme un maxi best-of. Ouais, pas forcément en fait. Parce qu'on se retrouve avec quelques longueurs et des dialogues qui sont parfois ennuyeux et un peu longs. Pour le dernier arc du jeu, pour prendre un exemple, il m'a fallu quand même 4 heures pour le terminer. C'est pas une blague. Je veux bien que ça sert pour l'histoire et le développement des personnages, mais sans ces longueurs, on pourrait tellement facilement enlever 2 heures de jeu et ça ne poserait aucun problème à la compréhension de l'histoire. Après, concernant les énigmes, je remettais un peu en cause leur niveau dans les derniers jeux du professeur Layton, mais là, les développeurs n'en avaient plus rien à foutre de la difficulté tellement elles sont faciles. Le système de Picard dont je vous parlais en début de vidéo a décidé de partir en sucette totale. Par exemple, si on prend une énigme dans l'étrange village, tu tombes sur une énigme à 70 Picaras, tu priais pour la résoudre en moins de 30 minutes. Là, dans ce jeu, je suis tombé sur une à 90, il m'a fallu même pas 2 minutes pour la résoudre. Et là, certains d'entre vous vont me dire « Ouais, mais t'as eu de la chance ?» Ouais, bah non. Jouez au jeu, vous verrez que j'ai raison. Voilà quoi. J'ai aussi jamais remis en cause le doublage français des jeux du professeur Layton, parce qu'ils sont tous quasi excellents. Mais là, dans celui-là, j'ai quelques réserves. Entre le doublage du personnage d'Aurora, qui je trouve étant sous-jeu constant, et celui d'Arya qui en fait des caisses dans les instants d'émotion, voilà, c'est un peu forcé quoi. Après, le reste du doublage est toujours aussi bon, que ce soit les voix du professeur Layton, Luke, Maya et j'en passe. Je pourrais quand même donner une petite mention spéciale à la voix de Phoenix Wright, qui est Donald Remy, qui pour moi est juste parfait. Si on devait conclure ce crossover, même si j'ai un peu plus de réserve, j'ai quand même passé un très bon moment en jouant celui-ci. Ça montre encore une fois que le studio de développement Level 5 fait encore du très bon travail. Et donc, après les ventes médiocres du professeur Layton et l'héritage des Aslands sur 3DS, Level 5 va décider de couper les ponts un petit moment avec l'univers du professeur Layton, et il faudra donc attendre en 2017 pour débarquer sur mobile un nouveau jeu. On a réussi! L'époque du professeur Herschel Layton est terminée et décide de passer le flambeau à sa fille Catriel Layton. Catriel va donc ouvrir son propre cabinet de détective à Londres, où elle doit s'efforcer de se faire un nom dans un milieu où son père est si connu, à travers des enquêtes les plus farfelues les unes des autres. Et là, on rentre dans les choses qui fâchent, puisque l'aventure de Catriel Layton est une déception pour moi. Alors attention, c'est un jeu qui est tout à fait correct,
mais vu que Level 5 était habitué à nous produire des excellents jeux du professeur Layton, j'en attendais en fait tout autant. En fait, c'est surtout l'accumulation de petits défauts qui donne un jeu correct, mais pas incroyable. Alors, structurons et commençons par les points forts. Faut quand même avouer que Level 5 frappe fort en enlevant les deux protagonistes principaux de la série, en la remplaçant par Catriel Layton. Et le personnage est tout simplement excellent, je trouve. Il est bien écrit et franchement on s'y attache à ce personnage. On arrive bien à s'attacher à elle et surtout on comprend ses motivations, à la fois de réaliser son rêve que de devenir détective de renom, comme son père, ou encore de le retrouver même s'il a disparu. Même si j'avais un peu peur que le personnage du chien qui parle devienne une espèce de running gag permanent, finalement je l'ai plutôt bien apprécié. Alors concernant Oliver, comment dire, je crois qu'on va passer à la suite, j'ai vraiment pas envie d'en parler de celui-là. Alors en 4 ans, les développeurs ont eu le temps de recréer des énigmes tout à fait correctes et revues à la hausse, avec pour certaines une nouvelle façon de les résoudre. J'ai surtout bien aimé le nouveau système de Picard qui a été mis en place, là où dans les jeux du professeur, tu te trompais 2 fois de réponse dans une énigme, tu avais un seuil minimum de Picard que tu récoltais, alors que là, tu as beau faire plus de 2 fautes, tu continues à en perdre jusqu'à que tu atteignes 0. Si tu te trompes trop de fois en fait. C'est plutôt malin parce que ça te force à pas donner de réponse débile et à éliminer un peu plus le hasard entre guillemets. Et sinon côté animation, c'est le studio A1 Pictures qui s'est chargé des cinématiques. Alors, ce studio, c'est un studio qui est quand même assez connu. Malheureusement, il traîne un peu une réputation en demi-teinte pour avoir fait des excellents animés comme du plus mauvais. Et là, avec l'aventure de Catriel Layton, c'est joli, il y a quand même quelques très beaux plans, même je trouve, mais c'est pas officiel. Dans l'ensemble, je vais quand même le considérer comme plutôt un bon point. Là, on va parler des points faibles. Je vais quand même nuancer mes propos, vous allez voir. Le principal problème est la structure du jeu en elle-même. Au lieu de résoudre une seule et grosse enquête, on se retrouve avec un jeu où l'on doit résoudre 12 mini-affaires. En soi, de changer la structure du jeu, c'est pas une mauvaise idée, au contraire même. Mais le problème, c'est qu'il y a 12 enquêtes, et c'est beaucoup trop. Du coup, on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, et qui sont en plus bâclés. Certaines se relient entre elles, mais pas toutes. Du coup, certaines ne servent qu'à meubler le jeu. Et du coup, certaines affaires sont intéressantes, mais d'autres sont beaucoup moins passionnantes, ce qui crée des dialogues longs et inintéressants à l'avancement de l'histoire. Sans spoiler, certaines affaires que va résoudre Catriel vont introduire des personnages qui vont avoir un lien pour la dernière et ultime enquête. Il aurait fallu du coup se concentrer sur 5 ou 6 enquêtes pour développer du coup justement une attache émotionnelle à ces personnages, ou encore l'histoire avec la totale implication du joueur dans la résolution des enquêtes pour trouver le coupable. Or le jeu le permet pas. Au niveau gameplay, rien n'a changé, vous retrouvez toujours les bases des autres jeux Layton. C'est un peu dommage, en 4 ans, on aurait pu s'attendre à quelques nouveautés, et que j'aurais bien aimé avoir surtout. Alors, je vais répéter, mais ce n'est pas un mauvais jeu. Je pense même que ça peut être une bonne porte d'entrée pour découvrir l'univers Layton. Mais avec le premier opus du professeur Layton et l'étrange village, sorti en 2018 sur smartphone, et qui en plus a été remis au goût du jour, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers celui-ci, surtout qu'il est moins cher en termes de prix. Mais si vous accordez pas énormément d'importance à l'histoire, pourquoi pas, ça peut rester un bon jeu feel good. Voilà pour la découverte et mon avis pour ceux qui ne connaissaient pas l'univers Layton. Maintenant, on va passer à la seconde partie de la vidéo en essayant d'aller un peu plus loin dans l'analyse concernant les jeux. Tout d'abord, on va essayer vite fait de comprendre pourquoi les jeux du professeur Layton ont eu un tel succès. Et pour cela, je vais essayer d'expliquer ceci en une seule phrase. Les jeux du professeur Layton gardent toujours le même fil rouge ou la même trame narrative. Et là, je m'explique. Par exemple, dans l'étrange village, au début du jeu, le professeur Layton et Luke reçoivent une lettre de la part de la femme du baron Reynolds. Dans la boîte de Pandore, le professeur reçoit une lettre de son ancien mentor, Andrew Schrader. Dans le destin perdu, encore une fois, Layton reçoit une lettre de Luke, mais de 10 ans dans le futur. Ça y est, vous commencez à piger le truc. Et c'est ça en fait dans chaque jeu, des éléments qui se rejoignent et qui se coordonnent. Et c'est là en fait que réside la clé.
C'est ce qui fait que les joueurs n'ont jamais été vraiment déçus des jeux du professeur Layton, parce que chaque jeu savait dans quelle direction aller sans se perdre. Bien évidemment, l'histoire comptait quand même beaucoup, et les énigmes aussi. Donc si on continue mon exemple, dans le 4e jeu, l'appel du spectre, le professeur reçoit une lettre de son ancien mentor, ou plutôt ancien camarade, Clark Triton. Dans le film d'animation, c'est celle de son ancienne élève Janice. Dans le Masque des Miracles, c'est celle de son amie d'enfance Marissa Dumont. Et dans l'héritage de Aslant, il reçoit une lettre de son ancien archéologue, le professeur Sycamore. Et si on veut aller plus loin dans le crossover dans Ace Attorney, c'est celle de son ancien élève Giovanni. Tous ces éléments se ressemblent et font même partie du début du fil rouge de chaque jeu. Et là vous allez me dire, pas très original. Et là j'ai envie de vous répondre, eh ben oui et non. Oui parce que c'est vrai que si on regarde juste sous cet angle, eh ben vous avez raison. Mais j'ai envie de vous dire non parce que ce ne sont qu'un élément parmi d'autres qui vont vous permettre de créer des histoires pour chacune très différentes des unes des autres. Donc continuons. Après l'élément de la lettre, vient le rendez-vous sur le lieu que dit chaque lettre. Dans l'étrange village, il s'agit de Saint-Mystère. Petite exception quand même dans la boîte de Pandore, la lettre va faire diriger nos héros à l'appartement du docteur Schrader, mais le lieu de l'appartement dont ils vont découvrir quelque chose va les faire mener au véritable lieu de l'intrigue, le train luxueux le Molantari Express. C'est pour ça que je parle de petites exceptions dans la boîte de Pandore, mais il y en aura d'autres aussi surtout dans cet opus. Dans le Destin perdu, cette fois-ci, la lettre montre la direction du Londres du futur. Le 4e jeu, il s'agit du village de Mistallery. Le film d'animation n'échappe pas du tout à la règle, puisque Janice demande au professeur surtout de la rejoindre au Crown Town. Le Masque des Miracles amène nos héros à Dorémon. L'héritage des Ascentes, il s'agit de Froenborg. Et si on veut encore parler une fois du crossover, la lettre nous emmène dans la cité médiévale de la Byrinthia. Après cela, le professeur rencontre le destinataire de chaque lettre. Et là vient un autre élément important, le premier élément perturbateur. Et là on va recommencer la boucle une dernière fois avec l'étrange village, où il s'agit du tremblement au manoir Reynolds. La boîte de Pandore nous montre le docteur Schrader inconscient dans son appartement. Le destin perdu, il s'agit de l'arrivée de nos héros au Londres du futur, et non pas la disparition du ministre Bill Hawkes, puisque les personnages parlent de la lettre et du meeting dans le bus qu'après les événements qui ont lieu au meeting du docteur Stangun, et du coup qui a causé la disparition du Premier ministre. L'appel du spectre et l'arrivée du spectre dans le village la première nuit que nos héros arrivent. La diva éternelle, il s'agit d'un mystérieux personnage qui bloque la sortie du Crown Town à tous les spectateurs. Le Masque des Miracles, c'est l'arrivée du maître du masque qui va changer la moitié des spectateurs en statue de pierre pendant le carnaval. L'héritage des Aslantes, c'est l'arrivée de l'organisation mystérieuse nommée Targets. Et enfin, si on veut à nouveau parler du crossover, il s'agit de la sorcière qui attaque nos protagonistes. Voilà, je pense que vous avez quand même un bon aperçu de ce que je viens de dire. Alors bien sûr, il y a plein d'autres éléments importants qui arrivent dans chaque jeu, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des éléments que je viens d'énoncer arrivent surtout sous différents angles et surtout à une temporalité différente. Je pourrais bien évidemment tous vous les énoncer, mais ça ferait une vidéo bien trop longue. Si les jeux du professeur Layton ont connu un succès planétaire, on a le droit de se poser comme question à présent, pourquoi les ventes ont-elles baissé au fur et à mesure des jeux alors que chacun était adulé par les joueurs et par la presse en général? C'est une question qui me paraît quand même assez complexe, mais dans laquelle je vais quand même tenter d'y répondre, et pour moi il y a 3 facteurs face à cela. Le premier facteur vient de la Nintendo 3DS elle-même. Si la Nintendo 3DS s'est bien vendue avec 75 millions d'exemplaires dans le monde, dépassant même certaines consoles très connues, elle ne s'est pas vendue autant que les prévisions initiales de Nintendo, que ce soit au niveau des consoles comme des jeux, tellement que la compagnie a dû baisser le prix de sa console de 30 à 40% à partir de 2013, en espérant rebooster les ventes. Certains journalistes dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas insulter leur travail, diront que la Nintendo 3DS est une réussite juste parce qu'elle s'est vendue à 75 millions d'exemplaires avec une technologie assez révolutionnaire pour l'époque, qui est la 3D sans lunettes. Et là j'ai envie de vous dire qu'ils se foutent un peu le doigt dans l'œil. Bah ouais, parce que c'est pas parce qu'une console s'est plutôt bien vendue que forcément les joueurs vont être forcément convaincus. C'est comme un film, c'est pas parce qu'il arrive à réunir énormément de spectateurs dans les salles qu'il fera forcément un bon film et aimé par tous. Mais là je m'égare. Le premier problème vient de la 3D elle-même. Alors oui, c'est sympa au début avec cet effet de relief, mais on va pas se mentir, au bout de 10 minutes, on a vite tendance à l'éteindre cette 3D. Tout simplement parce qu'en fait elle fait mal aux yeux. En plus, ça n'apporte rien strictement au jeu lui-même, à part pour les décors éventuellement.
Donc autant dire que c'est un pur gadget. Et autre problème avec cette 3D, en gros, vu qu'elle marche sans lunettes, on ne voit l'effet 3D que sous un certain angle. Donc si vous bougez de cet angle, vous aurez l'impression de voir deux images à la fois, ce qui oblige à être hyper sélectif quand on joue. Et donc vu que la communication était en partie basée là-dessus, les potentiels consommateurs pouvaient se dire que ce n'était qu'une version améliorée de la DS et qu'il ne nécessitait pas besoin de changer de console portable, hormis pour les nouveaux jeux. Second problème de la Nintendo 3DS, les jeux eux-mêmes. Bah oui, une console marche si les jeux suivent. Si la DS a marché, c'est parce qu'elle arrivait à l'époque avec son lot de bons et nouveaux jeux. Or là, au lieu d'innover, les éditeurs ont préféré recycler des vieux jeux, à quelques exceptions près comme toujours. Mais on sent quand même un manque de créativité de la part des éditeurs de jeux. Et en plus, avec une 3D pas du tout bien exploitée, pour certains jeux qui sont censés quand même être un argument de vente. Exception bien évidemment aux jeux du professeur Layton qui sont sortis sur 3DS. Donc je trouve vraiment la 3D qui sont excellentes et qui s'en servent pour apporter un véritable plus au jeu. Du coup, la plupart des éditeurs font des remakes au lieu de miser sur de nouvelles créations. Bien sûr, il y a évidemment d'autres problèmes sur Nintendo 3DS, comme son prix élevé au lancement de la console, ou encore l'ajout de gadgets inutiles comme le Street Pass, mais là je vais pas m'éterniser dessus. Le deuxième facteur, le changement du mode de consommation. Avec l'arrivée de la démocratisation des téléphones mobiles et ses plateformes de jeux comme l'App Store sur iPhone et le Play Store sur Android, les joueurs se tournent peu à peu vers elles dans un seul et même produit, le smartphone, réunissant une partie de la vie sociale des personnes et le divertissement à travers des milliers de jeux proposés pour tous les goûts. Et cela fera énormément de concurrence au marché de la console de jeu en général et surtout à la console portable. Certains développeurs l'ont bien compris puisque pour conquérir un nouveau public, ils n'hésitent pas à transposer leurs jeux, notamment ceux qui viennent de la console portable, sur mobile. La console portable est désormais une époque quasi révolue, tout simplement, car tout ce que l'on a besoin se trouve dans un smartphone en termes de divertissement, même si Nintendo veut nous prouver encore une fois le contraire avec la Switch. Le troisième facteur qui a entraîné la baisse des ventes au fur et à mesure des jeux du professeur Layton est le public. Honnêtement, il est quasi inévitable que si cette saga serait sortie aujourd'hui, elle n'aurait malheureusement sans doute pas connu le même succès. Les jeux du professeur Layton ont marqué toute une génération, mais je pense qu'elle aura du mal à marquer les générations futures. Tout simplement, cette nouvelle génération qui arrive n'a pas grandi avec la Nintendo DS. Certains jeux ont traversé plusieurs époques et ont su s'adapter aux nouvelles consoles à la demande des joueurs et ont donc pu bénéficier de l'impact et de l'aura des anciens joueurs pour les transmettre aux nouveaux. Or, les nouveaux jeux du professeur Layton ne bénéficient pas de cette aura. Le jeu n'est pas conçu pour être joué et continue d'être joué systématiquement dans le temps. Le premier jeu de la saga a été si connu parce qu'il a su développer une nouvelle façon de jouer et a pu permettre de bénéficier de communications importantes de la part des médias et aussi des joueurs entre eux, chose que les derniers opus ne faisaient pas. Les médias et les joueurs en parlaient à la sortie de chaque nouveau jeu, mais cette absence de communication dans la durée du temps ne permettait pas au public lambda d'être un jeu reconnu par tous. Du coup, tout le monde ne connaît pas le jeu et les épisodes du professeur Layton, hormis la communauté de fans, d'en avoir entendu parler par quelqu'un ou d'y avoir y joué et c'est tout. Vu que le professeur Layton ne bénéficie pas du mass média auquel la nouvelle génération est si souvent connectée à la star de Mario, Pokémon ou encore Animal Crossing pour le plus récent, Professeur Layton a très peu de chances de se faire connaître par les générations futures. Prenons un exemple avec le dernier opus sorti, l'aventure de Catriel Layton. À sa sortie, il a bénéficié d'une communication importante, comme chaque jeu du Professeur Layton ou autre jeu connu. Une fois le jeu testé par les joueurs et l'avis de la presse, plus personne n'en parla, même s'il a bénéficié d'une sortie sur 3DS et Switch. C'est pour vous dire que j'ai regardé en fait il y a quelques jours dans les tendances des top jeux payants de l'App Store, il n'est même pas dans le top 200, et pourtant c'est un jeu qui est apprécié par la majorité. En tout cas, voilà ce que je pense qui a pu causer la baisse des jeux du Professeur Layton, que ce soit directement ou indirectement bien sûr. Il y a sûrement d'autres facteurs qui ont pu causer cela. Même si les jeux avaient continué de sortir uniquement sur Nintendo DS, il aurait été inévitable que les ventes baisseraient encore. La sortie de la Nintendo 3DS n'a fait, selon moi, qu'accélérer cette baisse des ventes. Du coup, après cette note un peu triste, on peut se demander quel avenir réserve les prochains jeux de l'univers Layton. Si Level 5 a mis 4 ans pour sortir l'aventure de Catriel Layton,
on pourrait suivre la logique qu'un nouvel opus sortirait à nouveau 4 ans plus tard, soit 2021. Or, à mon avis, je ne pense pas qu'un nouvel opus sortira en 2021. Je ne sais pas à quel point l'aventure de Catherine Layton était un succès ou pas sur les différentes plateformes, mais je n'ai pas trouvé la présence de rumeurs même d'un nouveau jeu. En revanche, avec la sortie récente et la remise au goût du jour des anciens jeux du professeur Layton qui ont été importés sur mobile, je pense que Level 5 veut aller dans cette direction en sortant petit à petit chaque jeu de Layton sur smartphone. Une chose dont je suis quasiment sûr est que je ne pense pas que Level 5 abandonnera définitivement la licence Layton. Le studio sait qu'elle possède une communauté assez importante de joueurs qui y joueront, même s'il est probable qu'un nouveau jeu de l'univers Layton sorte dans on ne sait pas quand, il est indéniable qu'il sortira sur la Switch et mobile et non sur la 3DS. Concernant cette vidéo, elle m'a pris beaucoup de temps à faire, que ce soit déjà au niveau de l'écriture, entre faire mes recherches, écrire, rajouter des choses, enlever des choses pour pas créer d'incohérence, puisque cette vidéo devait à la base faire qu'une partie, et je voulais pas me contenter de faire une seule partie, de donner juste mon avis, je voulais vraiment essayer d'aller un peu plus loin en analysant, et je savais qu'il y avait de la matière pour faire une vidéo vraiment très complète sur le sujet du professeur Layton, et même rien qu'au niveau du montage, j'ai dû tout apprendre sur le tas, ça m'a pris beaucoup de temps à faire, puisque j'avais jamais ouvert un logiciel de ma vie, donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis vraiment très fier de ce que j'ai fait. J'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, et si vous êtes là actuellement en train de m'écouter, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout et je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime. Je pense pas que je referai d'autres vidéos, mais je sais que cette vidéo fera pas beaucoup de vues, mais juste un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir, que ce soit pour donner votre avis sur la vidéo, ou même si vous voulez rajouter des choses que j'ai oubliées, et ce serait super. Donc voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, et portez-vous bien.